Je les félicite pour cette parfaite organisation. Franchement, on est en train, pour un premier événement, vraiment que du bonheur, hein. C'est une réussite. Il y a du monde, il y a un plateau scientifique très alléchant. Et je vous remercie encore une fois et je vous encourage vivement. Voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer cette séance de nutrition avec Madame Bouhouat à côté de moi, professeur Bouhouat de Marrakech. Il y a aussi professeur Tiski de Agadir et docteur Khadija Ouni. Voilà. On aura deux présentations, deux éminents orateurs. Cher ami professeur Hida, qui va nous parler du dilemme posé par l'allergie aux protéines de lait de vache. Et par la suite, il y aura l'alimentation entérale du nouveau-né de faible poids de naissance, qui sera présentée par notre cher ami professeur Barakat, ici présente avec nous. Donc, en premier, hein, on m'a dit que vraiment, on a accumulé du retard cette matinée. Donc, professeur Hida, pas la peine de le présenter, hein, vous le connaissez très bien, gastro-entérologue, chef de service FES et le président de l'amicale des pédiatres de FES, qui va nous parler de ce dilemme posé par l'allergie aux protéines de lait de vache. Merci, cher ami, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, chers amis, honorable assistance. C'est un honneur d'être parmi vous ici et à la même occasion, je voudrais remercier les organisateurs de l'amicale des pédiatres de la région Agadir-Souss-Massa. Donc, je vois que c'est un congrès qui est sur la bonne voie. Donc, ça fait plaisir de voir la pédiatrie se dynamise. Elle est très active au niveau régional et ça dévance même la Société marocaine de pédiatrie. Donc, j'ai dit que les régions, donc, ils sont fortes, donc ça témoigne de la dynamique et de l'activité très importante en pédiatrie. Donc c'est un honneur d'être parmi vous. Et on m'a demandé de vous parler de l'allergie aux protéines de lait de vache. Dilemme diagnostique. C'est vrai, donc c'est des situations qui sont assez fréquentes. Vous avez tous rencontré une allergie aux protéines de vache. Parfois le diagnostic il est facile, mais parfois c'est déroutant. Et ça retarde un petit peu le diagnostic et surtout les formes retardées, les formes chroniques. D'ailleurs, nous les gastro, on voit surtout ces formes non immédiates et retardées. Les formes immédiates, donc on les voit, on les diagnostique en ambulatoire, vous les connaissez très bien. Pour commencer, j'ai quelques cas cliniques, quelques questions, c'est pour vous stimuler. Pour vous préparer à écouter ce qui va venir, donc des choses que vous connaissez, c'est pour passer des messages. Donc on va les travailler ensemble. Le premier cas, c'est le cas de nourrisson Ali, que vous voyez en consultation à 2 mois pour mauvaise prise pondérale, avec une accélération de transit depuis le sevrage de l'allaitement maternel, il y a 1 mois. Cliniquement, le bébé est en bon état général, vous l'examinez, il n'est pas dénutri, et vous suspectez une allergie aux protéines de vache. Donc c'est le réflexe. Donc c'est des symptômes qui apparaissent après l'introduction d'un lait artificiel. Donc qu'est-ce que vous allez prescrire comme bilan donc, pour confirmer le diagnostic? Est-ce que vous allez demander les Fadiatop, les RAST, lait de vache, les IgE total, patch test lait de vache, ou bien aucun diagnostic, aucun moyen de... Très bien, donc il y a les signes qui apparaissent juste après. Et d'ailleurs, même les examens que je vous propose ici, certains sont dépassés, leur AST, on ne l'utilise plus. Fadiatop, c'est toute une batterie d'allergènes. Patch test, ce n'est pas une forme donc, retardée pour dire, donc aucun, donc c'est la bonne réponse. Le cas clinique de Badr, donc c'est un nouveau-né de 20 jours qui consulte pour l'apparition des glaires sanglantes dans les selles non diarrhéiques depuis la veille. C'est récent. Il n'a jamais été allaité au sein, quand on dit allaité donc au sein. Vous vérifiez la conservation et la reconstitution,
du lait, premier âge, qui sont corrects. Sa croissance, elle est normale. L'examen clinique est rassurant. Il n'y a pas de fissure anale et sans fièvre. Donc, que faites-vous? Est-ce que vous adressez le bébé aux urgences parce qu'il y a une rectoragie? Vous demandez un ASP parce que vous pensez à certains diagnostics. Vous prescrivez un hydrolysa poussé. Vous renvoyez le patient dans 4 jours. Qui dit, donc vous allez revoyer le patient dans 4 jours. Oui, c'est la proposition exacte, parce que c'est aigu, tout en sachant qu'il y a des colites hémorragiques de nouveau-né transitoires, donc qui disparaissent en quelques jours. Vous revoyez On va la discuter peut-être. Ça pose un problème, mais c'est vrai, donc ça fait partie du dilemme diagnostique. Mais dans ce cas-là, vous allez renvoyer vous allez revoir votre patient. 4 jours plus tard, les rectoragies persistent, les parents reviennent pour vous voir, et vous prescrivez alors une éviction des protéines vaches, parce que ça persiste quand même, l'examen est tout à fait normal. Les symptômes s'améliorent en 48 heures. Donc, quelle est la suite de la prise en charge? Vous adressez le patient au gastropédiatre ou l'allergologue. Vous allez poursuivre l'éviction de protéines de vache jusqu'à l'âge de 9-12 mois. Réintroduction des protéines de vache dans 2-4 semaines au domicile. Ou bien vous allez doser les EGE, lait de vache, avant la réintroduction. Oui, la C, parce que c'est des formes qui s'améliorent rapidement. Donc on tente, c'est une forme modérée et qui s'améliore. Donc on peut réintroduire au domicile. Toujours la suite de ce cas clinique de Badr, les rectoragies ont récidivé dès le deuxième jour de réintroduction. Vous avez donc confirmé le diagnostic de proctocolite allergique au lait de vache, donc c'est un test de réintroduction. Que dites-vous aux parents? Votre enfant a une intolérance au lait de vache? Oui ou non? Donc c'est une allergie, ce n'est pas une intolérance. Voilà, donc juste pour préciser. Vous allez dire, il faudra diversifier votre enfant sans protéines lait de vache. Il a 20 jours, donc est-ce qu'on va parler de la diversification maintenant? C'est pas la même. Donc il ne faut pas bombarder les parents avec des informations qui sont inutiles pour le moment. Vous allez dire que nous tenterons une réintroduction du lait vers l'âge de 9-12 mois. Donc 9-12 mois, c'est un petit peu tardif. Donc, rassurez-vous que votre enfant a de grandes chances de guérir dans la première année de vie. Donc, voilà. La suite de ce cas clinique, dans le cadre du suivi, les parents voudraient quelques conseils spécifiques. Donc, vis-à-vis de l'allergie aux protéines de vache. Vous recommandez une éviction de bœuf, une éviction de soja, une éviction de lait de chèvre, une éviction de lait de brebis. L'éviction des 2 dernières, lait de chèvre, lait de brebis, parce que l'allergie croisée elle est très importante. Par contre, pour le bœuf, non, c'est très très rare, mais on conseille, donc ce n'est pas l'âge de la diversification. À l'âge de la diversification, il faut conseiller de les cuire, parce que la protéine qui est responsable, donc on peut la transformer par la chaleur. Je crois l'avant-dernier, SHED. Vous suivez en consultation un nourrisson, SHED de 3 mois, parce que les parents sont désespérés de voir leur enfant régurgiter en permanence. Et ils ont déjà essayé les épaississants, c'est sans effet. Vous avez vérifié les quantités ingérées, donc ce n'est pas le syndrome de trop-plein. Les quantités semblent correctes pour son âge et pour son poids. Sa croissance ralentit. À ce stade, que faites-vous? Vous conseillez des alginates, donc les pansements œsophagiens, test aux IPP, hydrolysa poussée de protéines vaches, ou vous introduisez des bouillées épicées, lait avec céréales. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont déjà essayé ça, donc c'est des régurgitations sûrement. Elle a passé chez des pédiatres, on l'a traité comme reflux, des algénates, les EPP.
C'est la prescription la plus répandue, mais ce n'est pas justifié. C'est le C. Donc, pour vous dire que les régurgitations ou bien un reflux qui persiste, et c'est valable pour tous les symptômes digestifs, quand ça persiste, on tente tout, tente la piste de l'infection, de reflux, etc. N'hésitez pas à tenter donc, de faire un test d'éviction parce que c'est le gold standard en matière de diagnostic d'allergie aux protéines de vache. Voilà. Ce cas clinique, c'est un cas qu'on a traité dans le service il y a quelques années. Ça témoigne un petit peu la chronicité et le diagnostic et la piste déroutante de diagnostic. Donc, on l'a reçu chez nous donc, à l'âge de 9 mois. Vous voyez qu'elle a un poids de naissance à 4,6 kg, donc il n'y a pas d'hypotrophie. Donc, elle était sous allaitement exclusif pendant 4 mois. Et puis, par la suite, l'introduction de lait de vache. Et depuis l'âge de 5 mois, elle a commencé à présenter des symptômes digestifs non spécifiques. Diarrhée liquidienne, parfois glaireuse, parfois sanglante, des vomissements postprandiaux, stagnation, voire même un fléchissement. Et quand on l'a reçue, elle a presque le même poids de naissance. Plusieurs traitements ont été utilisés dans le cadre de l'infection, les antibiotiques, tout. Donc, à l'admission, donc, on voyait qu'on a examiné la couche, il y a de la rectorragie, des glaires, l'enfant il est grognon, hypotonique, il a un test donc infecté, même un déficit moteur, donc avec cette faiblesse et la dénutrition sévère. Donc, on avait passé en revue tous les diagnostics possibles. Il y en avait juste parce qu'on l'a reçu donc, dans le tableau de rectorragie. On a pensé à un entérocolite de quelle origine, infectieuse, un déficit immunitaire, maladie cœliaque, parce que ça coïncide avec l'introduction des farines et donc, de la diversification alimentaire et l'allergie alimentaire. Donc, on a fait tout et on a retenu le diagnostic d'allergie alimentaire. Elle avait besoin d'un repos digestif de quelques jours parce qu'elle ne tolérait rien. Et avec l'introduction progressive de la nutrition entérale à base d'hydrolysa poussée, une bonne amélioration. Donc, et dans le cadre de suivi, donc, il s'est amélioré. Vous avez l'image d'avant et d'après. Et on a tenté le test de réintroduction qui s'est très bien passé. Donc, voilà. Donc, c'est pour illustrer un petit peu les différentes situations auxquelles on peut être confronté. Pour vous dire que parfois, le diagnostic de l'APLV, c'est un dilemme. Donc, et le diagnostic doit être certain, parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Et le régime, il est très, très, très astreignant. Donc, ce n'est pas dans le sens que le bébé, quand on lui en donne l'hydrolysa, il est âgé de moins de 3 mois, il l'accepte. Mais au-delà, il y a un problème d'acceptabilité. Et le risque nutritionnel, quand on met un bébé sous éviction de protéines vaches, donc on a quelques problèmes nutritionnels, en particulier le calcium. Voilà, donc comme vous savez, le lait est une source très importante de protéines, de calcium, de vitamine D, etc. Donc, il y a une allergie aux protéines de vache qui va nécessiter donc, l'éviction de cet aliment. Il aura sûrement un impact nutritionnel. Il y a tout un éventail de tableaux cliniques avec des manifestations spécifiques, des situations déroutantes, d'où l'intérêt d'une bonne démarche clinique logique. Juste un rappel pour vous dire que toutes les réactions adverses aux aliments ne sont pas des allergies. Donc, on a 2 groupes de réactions indésirables aux aliments. Il y a les réactions immunologiques, et c'est là on classe l'allergie alimentaire, et dans ce cas-là, il y a 2 types. Les IgE médiées, donc c'est les réactions immédiates, et les réactions non IgE médiées, c'est les formes retardées. Et l'autre groupe, c'est des réactions non immunologiques, c'est les intolérances. Il y a deux groupes, les pharmacologiques, l'exemple de certains aliments qui sont riches en histamine ou bien ils induisent la libération d'histamine, comme les poissons, comme le chocolat. Beaucoup d'enfants ils sont diagnostiqués comme allergies, or c'est des fausses allergies, c'est juste donc, des aliments qui sont riches en histamine. Et il y a les intolérances dues à déficit enzymatique, telles que l'intolérance au lactose et les autres. C'est quoi l'allergie alimentaire? C'est juste la rupture de cette
tolérance orale. Donc souvent, il y a la première phase, c'est la sensibilisation, et puis quand on est en contact de nouveau avec cet allergène qui est le protéine vache, donc il y a des manifestations cliniques. Il y a plusieurs protéines, donc une trentaine de protéines dans le lait qui sont allergisantes. Mais la plus importante, dans 80%, c'est la caséine, et dans 10%, c'est la bêta-lactoglobuline, et le reste, c'est les autres, lactalbumine et les autres protéines. La particularité de l'hypersensibilité à la caséine, c'est que c'est un facteur de risque de la persistance. Donc, de l'intérêt, quand on fait les dosages des IgE spécifiques, il faut demander la caséine, bêta-lactoglobuline, pour avoir une idée sur l'évolution par la suite. Et on peut avoir des multisensibilisations à la fois. Donc, concernant la fréquence, comme je l'ai dit, sur cette étude, 14% des familles qui ont été interrogées signalent qu'ils ont, leur bébé a une allergie aux protéines vaches, mais quand on essaie d'affiner un petit peu le diagnostic, c'est juste le 1/10 qui sont vraiment allergiques aux protéines de lait de vache. Je passe sur les définitions. Donc, l'allergie, c'est une réaction immunologique. Contraire à l'intolérance au lactose, il n'y a pas d'allergie au lactose. Pour les moyens diagnostiques. Les moyens diagnostiques, donc on a 3 grands moyens diagnostiques. C'est les tests cutanés. Il y a 2 types de tests cutanés. Les prick tests, qui permettent d'étudier la réaction IgE médiée. Donc on les demande quand on a des symptômes immédiatement après la prise de protéines vaches. Les patch tests, donc il étudie la réaction retardée à médiation cellulaire. Et puis il y a les dosages des IgE spécifiques, comme vous connaissez. Et le 3e moyen, c'est l'éviction. C'est le test d'éviction des protéines vaches. Souvent, donc, c'est l'élément gold standard pour le diagnostic de l'allergie aux protéines vaches. Donc, le choix de ces moyens, c'est en fonction de la présentation clinique, sans oublier les formes mixtes. On peut avoir les deux. Donc, on peut avoir des passages d'une forme à une autre, et surtout dans le suivi, on va le revoir. Voilà donc de multiples tableaux cliniques sous forme sur lesquels l'allergie aux protéines vaches peut se présenter. Il y a le premier, c'est les IgE médiés, c'est des symptômes immédiats, surtout c'est des signes cutanés, muqueux, respiratoires. Il peut aller du simple prurite labial jusqu'à l'anaphylaxie. Vous voyez un petit peu les IgE non médiés, classiquement, c'est les formes retardées. Et actuellement, il y a des entités bien définies, on va les voir rapidement, on va les patients. Et les formes mixtes, où il y a les deux. Donc, c'est des entités actuellement qui sont connues, c'est l'œsophagite eosinophile et la dermatite atopique. Le passage, il est possible d'une forme à une autre, surtout d'une forme non IgE, surtout quand il est diagnostiqué précocement, vers une forme IgE médiée. De l'intérêt ici des dosages des IgE spécifiques, non pas pour le diagnostic, mais pour le suivi et pour programmer la réintroduction, de faire attention quand les IgE sont augmentés. Et le CEPA, on peut donc avoir le passage vers les IgE médiés également. Et la sévérité initiale du tableau clinique n'est pas prédictive de l'évolution ultérieure, mais il faut en tenir compte juste pour la réintroduction. Mais ça ne veut dire pas que ultérieurement, sera un tableau, ça va rester toujours sévère. Le diagnostic, juste pour caricaturer un petit peu les situations cliniques, on peut aller de cette vignette, une fille de 6 mois, 10 minutes après la prise d'un yaourt, il a des signes respiratoires, une toux, une respiration sifflante, une urticaire, vomissement. Donc, le diagnostic ne pose pas de problème. Un autre cas de figure, c'est 6 mois avec un régime à base de lait maternel et puis avec la supplémentation d'un lait artificiel, des vomissements de façon progressive, diarrhée qui s'améliore en 2 jours avec réhydratation, antibiotiques, etc. Donc, c'est la chronicité. Donc, pour vous dire que c'est la persistance des signes non spécifiques qui doit nous pousser à penser à ce diagnostic. Donc, voilà, quand y penser, quand vous avez, surtout chez le tout petit, de moins de 6 mois, quand vous avez des signes digestifs, dans la majorité des cas, des signes cutanés, respiratoires, et heureusement, l'anaphylaxie est rare. Les symptômes dépendent de type immunologique.
il y a l'allergie au lait de vache IgE-médiée, c'est les signes cutanés, l'urticaire, l'angioëdème, rhinite, conjonctivite, bronchospasme. Les non-IgE-médiés, c'est des signes digestifs, des vomissements, rectorragie, diarrhée, rarement constipation et l'eczéma. Voilà, je passe rapidement. Vous avez ici la liste des signes que je viens de citer. Il y a des formes, toujours dans le cadre des IgE médiés, les formes non sévères et les formes sévères. Les manifestations cliniques, c'est après, donc juste après, en moins de 2 heures. Voilà, donc ici, donc le plus souvent, le diagnostic il est facile. C'est une réaction immédiate. Il y a la place des tests cutanés, les prick-tests, et le dosage des IgE spécifiques. Donc, ils ont un intérêt diagnostique et un intérêt pour le suivi. S'il y a une concordance entre la clinique, les résultats du prick-test et les IgE totales, donc le diagnostic est fait. Donc, on n'a pas besoin de faire par la suite le test de provocation orale. Quand il y a une discordance entre la clinique et les résultats du test et des dosages des IgE, l'intérêt de faire le test de provocation orale, donc qui résout le problème. Voilà. L'acquisition de la tolérance, elle est fréquente, donc c'est pourquoi on peut conseiller, rassurer les parents. Vous avez ici pour les APLV IgE médiés, donc 45% guéris à 2 ans, 75% à 5 ans et 85 à 8-9 ans. Tout en sachant qu'on peut voir des enfants, donc un bon pourcentage, 38% des enfants sont guéris, mais qui gardent un prick-test positif. Donc c'est pourquoi, donc, pour la réintroduction, il ne faut pas attendre la négativité, mais surtout, il faut observer la courbe et la diminution des prick-tests. Et donc c'est pour savoir quand et comment réintroduire le lait. Voilà, que je passe. Donc pour le dosage des IgE spécifiques, dans le cadre du suivi, on le fait de façon régulière. Ça nous permet de voir et de choisir le moment pour la réintroduction, et puis une fois par an. Et parfois, ça nous permet d'analyser s'il y a des erreurs de régime et de prendre la décision est-ce que la réintroduction soit peut-être faite en ambulatoire ou bien à l'hôpital. Pour les non-IgE médiés, donc c'est une grande variété de tableaux cliniques. C'est des symptômes non spécifiques qui peuvent être digestifs, cutanés, respiratoires. Il faut y penser devant l'association des symptômes non spécifiques qui résistent au traitement classique, qui sont durables et sévères sans autre étiologie retrouvée. Voilà un petit peu pour. Vous avez ici les signes cliniques de cette forme non-IgE médiée, que ce soit modérée ou sévère. Le diagnostic dans ce cas-là, le prick-test et le dosage des IgE spécifiques, donc souvent il revient négatif parce qu'il étudie la réaction immédiate, mais on est dans les formes retardées. Le seul moyen de diagnostic, c'est le patch test. Donc on applique un aliment sur la peau de façon étanche, et puis la lecture se fait aux 72 heures. Donc, elle permet d'étudier la réaction à médiation cellulaire retardée. C'est l'équivalent de l'intradermo-réaction à la tuberculose. Et bien sûr, l'efficacité du régime de l'épreuve. Voilà, donc, il faut dire qu'on peut avoir des faux positifs et des faux négatifs pour le patch test, surtout chez les tout petits. Et dans ce cas-là, c'est l'efficacité du régime d'épreuve qui confirme le diagnostic. Actuellement, ces formes non-IgE médiées, donc on a des entités bien définies. Vous avez ici tout un tableau. Vous avez ce qu'on appelle le SEPA, le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Vous avez la proctocolite allergique induite par les protéines alimentaires. Vous avez l'œsophagite eosinophiles. Vous avez l'entéropathie. Vous avez la constipation induite par les protéines alimentaires. Donc, vous avez toute une liste. Donc, on va essayer de passer rapidement quelques entités. On va commencer par le SEPA, donc on est actuellement bien. Donc, c'est le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Classiquement, c'est une nourrisson de 1 mois à 1 an. Et même, on peut l'avoir même chez des sujets plus âgés. Donc, surtout quand il s'agit, dans ce cas-là, des aliments solides. Souvent, on a une atopie familiale, donc 40 à 70% des cas.
et une atopie, des antécédents personnels, surtout pour les sujets un petit peu plus âgés, dans un tiers des cas. L'épidémiologie est peu connue, donc l'incidence elle est de 1 à 10 000, voilà, donc selon les séries. Cliniquement, c'est des symptômes qui sont modérés à sévères, chroniques ou aigus. Il y a deux formes. Donc, pour la phase chronique initiale, donc c'est en général cellulaire qui est responsable, qui peut être responsable d'une diarrhée chronique, gléro-sanglante. C'est le cas que je vais vous présenter, la petite fatine, des vomissements intermittents, un retard de croissance qui peut évoluer dans le tableau sévère. Et dans sa phase aiguë, donc il y a la forme aiguë, c'est des vomissements profus, très importants, 1 à 2 heures après l'introduction de l'aliment concerné, qui dans ce cas-là, c'est le lait. Associé à une diarrhée également profuse, avec une pâleur, une léthargie, une cyanose, hypothermie avec un choc hypovolémique. Donc c'est des enfants qu'il faut prendre en réanimation, le remplissage, la corticothérapie. Pour faire la part entre un CEPA aigu, une gastroentérite, c'est l'évolution qui est spectaculaire avec ces mesures de réanimation, le remplissage et la corticothérapie, chose qu'on ne voit pas dans les gastroentérites qui est au moins 2-3 jours. Donc il faut faire attention parce que ça peut s'agir de premier épisode de CEPA chez ce patient-là. Voilà, donc les aliments concernés, donc, c'est essentiellement le lait et le soja, et puis par la suite, avec la diversification, même les autres aliments peuvent être concernés. Et il y a même deux aliments en même temps. Les critères diagnostiques, c'est l'anamnèse, c'est la clinique, s'il y a des antécédents pareils, donc on vous dit qu'à la suite de la prise de l'aliment, il y a des vomissements importants. Donc, et le gold standard diagnostic, c'est le test de provocation orale. Maintenant, on a des critères bien établis pour poser le diagnostic. Les critères diagnostiques de CEPA, donc, vous avez les critères majeurs, c'est les vomissements répétés survenant 1 à 4 heures après l'ingestion de l'aliment suspect, avec plus au moins 3 signes, critères majeurs. Donc vous les avez ici, donc on peut poser le diagnostic. Pour les formes chroniques, les critères sont un petit peu vagues, mais c'est la chronicité, c'est des symptômes qui ne sont pas spécifiques, qui doivent nous pousser à poser le diagnostic. Le traitement, vous l'imaginez, c'est l'éviction de l'aliment. Et en phase aiguë, donc il faut traiter les vomissements, l'ondacétron, parce que les autres ne marchent pas, le remplissage, et même donc on peut même donner des corticoïdes. Ça, c'était le CEPA. Donc il y a notre forme chronique, une forme retardée, c'est l'entéropathie allergique. C'est des tableaux de malabsorption chronique, plus ou moins, donc quand c'est associé à une dermatite atopique, ça aide au diagnostic. La proctocolite hémorragique, c'est l'apanage de tout petits, de nourrissons, c'est des rectorragés isolés, c'est le cas que je vais présenter en forme de QCM. En général, un bon état général, et l'amélioration elle est immédiate sous régime d'éviction. Le diagnostic, donc c'est clinique, la place des patchs, donc c'est obsolète, c'est le régime, donc pendant 4 à 6 semaines, et la réintroduction au domicile pour voir un petit peu l'évolution des choses. C'est juste pour vous dire que les rectorragés du nourrisson, donc il ne faut pas penser en premier à l'allergie aux protéines de vache, mais il faut passer en revue toutes les étiologies qu'on connaît avant de penser à l'allergie aux protéines de vache. Voilà. Donc au total, pour la PLV non légumédée, le diagnostic peut poser des difficultés. Il y a de nombreux tableaux cliniques qui sont très différents, non spécifiques. Les prick tests n'ont pas de place. Le patch test, il est positif, ça aide au diagnostic, mais il y a des faux négatifs. Le régime d'épreuve pendant 1 mois au moins, et puis réintroduction, donc permet de retenir le diagnostic. L'évolution, c'est à 100% de guérison à 5 ans, donc pour les formes non légumédées. Attention au passage vers des formes légumédées dans le cadre de suivi. Pour les allergies mixtes, c'est-à-dire légumédées et non légumédées, donc il y a 2 entités, finalement, c'est les œsophagites aésonophiles. On l'a qualifié de l'asthme de l'œsophage. Donc c'est des reflux qui persistent, qui résistent,
Et quand on fait une endoscopie, vous avez des aspects particuliers d'une trachéalisation de l'œsophage, avec des micronodules sur l'œsophage. Et le diagnostic, c'est histologique. Quand l'anapathe vous répond qu'il y a plus de 15 polynucléaires iosionophiles par champ d'examen. Le traitement, c'est vraiment le traitement, il est un petit peu difficile parce qu'on ne dispose pas de corticoïdes topiques pour l'œsophage, c'est des corticoïdes, donc normalement c'est oraux, inhalés. Donc on conseille pour les enfants qui peuvent, pour surtout chez les grands enfants, au lieu d'inhaler l'aérosol, on lui demande d'avaler, où il y a parfois des préparations qu'on peut faire avec certains bronchodélatateurs et les régimes d'exclusion. L'autre forme mixte, c'est la dermatite atopique. Donc, il faut penser à l'allergie aux protéines vaches quand on n'arrive pas à juguler, à gérer ces dermatites atopiques. Il faut penser à l'association avec l'allergie aux protéines vaches. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un test d'éviction pendant 4 semaines et faire une réintroduction. Ça, c'est pour vous parler un petit peu de ce dilemme diagnostique quand on a un enfant qui a un reflux. Vous voyez que le reflux, donc, il y a un chevauchement de signes entre les différentes entités, le reflux, l'œsophagite eosinophiles, l'allergie aux protéines de vache, les troubles fonctionnels. Pour vous dire, ça c'est juste pour avoir un message, dans le cadre du suivi d'un enfant qui a des régurgitations, des vomissements qui persistent, n'hésitez pas à jouer la carte de l'intervention diététique, c'est-à-dire ce qui est en bleu, de faire un test d'éviction dans 2 à 4 semaines d'hydrolysa, ou bien donc, on peut switcher les formules AR. Donc, pour vous dire, il faut garder à l'esprit le diagnostic d'APLV en cas de reflux non jugulé. Et cette plaque, juste pour pouvoir sortir de ce dilemme, donc, allergie aux protéines de vache, donc c'est le terrain, c'est la dose. En cas d'allergie, ne dépend pas de la dose. Par contre, l'intolérance, la maman vous dit quand mon enfant donc, prend plus d'un verre, il commence à avoir des signes. Donc, dans ce cas-là, il faut penser à une intolérance plus qu'à l'allergie. Voilà pour le diagnostic. Ça, c'est un schéma qui résume un petit peu la stratégie de diagnostic et de prise en charge, donc très résumé. Quand vous suspectez une intolérance aux protéines de vache, donc le gold standard, c'est l'éviction. S'il n'y a pas de réponse, donc il faut voir les autres diagnostics. Si oui, c'est peut-être, donc on est dans la bonne voie. Il faut voir à la réintroduction, est-ce qu'il y a récidive? Si oui, c'est une intolérance, c'est une allergie. Sinon, il faut revoir d'autres diagnostics. Ça, c'est le principe de... Je crois que je dois m'arrêter ici parce que pour le 30 minutes, c'est la prise en charge et le temps de réintroduction, on peut le voir dans l'introduction, mais je voulais faire le focus sur le dilemme diagnostique. Voilà, je vous remercie. Merci Sehida pour cette mise au point sur cette affection. C'est un véritable dilemme dans la mesure où, je me rappelle quand on a commencé à parler autour des troubles digestifs bénins, que ce soit la régurgitation, constipation, colique, les Européens incluent toujours l'allergie aux protéines de lait de vache et la diarrhée fonctionnelle. Et je me suis toujours opposé parce que notre contexte ne le permet pas. On ne peut pas inclure l'allergie aux protéines de lait de vache et la diarrhée fonctionnelle dans notre contexte comme trouble digestif bénin, parce que ça peut tourner au vinaigre et mal. Donc, c'est un véritable dilemme parce que chaque fois, vous l'avez remarqué dans les observations présentées par Sehida, que chaque fois, on revient à l'éventuelle allergie aux protéines de vache, que ce soit les régurgitations, que ce soit les coliques, que ce soit... Souvent, on a dans l'ombre qui suit, c'est l'allergie aux protéines de vache. C'est déjà pas mal de l'avoir à l'esprit à tout moment devant ces troubles digestifs bénins. Deuxième remarque, et rapidement pour laisser la parole à la salle, c'était juste pour évoquer encore une fois cette transition. IgE-médié, non IgE-médié, IgE-médié, et l'apparition éventuelle d'IgE spécifique. Et ça m'interpelle parce que dans la forme que nous avons jugée bénigne et que l'introduction peut être à domicile, attention, parfois,
S'il y a ce passage-là, et on n'a pas pris la précaution de doser les IgE spécifiques, ça peut donner un choc. Hein. C'est pour ça qu'il faut, je pense, à notre niveau, au Maroc, garder l'hospitalisation au moins 24 heures pour réintroduire, pour éviter tous les litiges. Hein. Les litiges, moi je pense, hein, si on veut adapter au contexte. Merci encore une fois, Sehida. Donc, le temps presse. On a encore une autre présentation. On a le temps de prendre 1 à 2 questions de la salle et on passe à la deuxième. Monsieur Delazy. Point de vue de l'allergologue. Bonjour, Bertrand Delazy, Paris. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis désolé parce que j'avais que 3 tout petites questions. Une qui est, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à continuer à faire des patch tests dans les APLV non IgE médiés? On sait qu'il y a beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs, et que finalement, une technique, surtout en pratique de ville et pour les non-allergologues, peut être épreuve d'éviction puis réintroduction. C'est ça qui est recommandé dans la PLV non IgE médié, c'est d'arrêter 15 jours et de réintroduire pour être bien sûr que les symptômes réapparaissent. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est sur le CIPA. Je crois qu'il y a un message quand même à faire passer, c'est que ça peut être un piège diagnostique extrêmement dangereux aux urgences, où quelqu'un qui pourrait penser qu'on a affaire à une allergie IgE médiée et injecter de l'adrénaline sur un patient qui est en hypovolémie, et c'est une contre-indication à l'injection d'adrénaline. Et puis pour répondre à la question que vous posiez, chers collègues, la recommandation en tout cas en pratique de ville pour des formes simples d'allergie non IgE médiée, c'est de faire un prick test au lait avant, et peut-être que ça peut économiser des ressources hospitalières, parce que c'est vrai qu'hospitaliser à chaque fois un enfant... Bon, je suis désolé pour ces 3 petites questions qui sont un peu longues. Non, merci beaucoup pour ces précisions. Pour le patch test, c'est vrai, à un certain moment, on a beaucoup parlé. Il y a même, je crois, le Dialos qui est retiré du marché. Actuellement, on utilise de moins en moins. Dans notre pratique, c'est juste sollicité parce que ça fait partie de... Mais j'ai insisté sur le gold standard, c'est le test de réintroduction. Et voilà, donc pour la deuxième remarque, pour le CEPA, effectivement, c'est le remplissage qui améliore les choses. C'est une remarque pertinente, celle de l'adrénaline dans les formes aiguës. Il faut aussi penser à l'inverse. Un jeune qui fait les urgences, il reçoit ce tableau clinique et il croit que c'est une infection intestinale grave à point de départ digestif. Et puis, il peut ne pas prendre la précaution, il continue à donner le lait. Et ça va aggraver encore. Il donne les antibiotiques et le lait. Donc, ça, au niveau des urgences, ça peut... donner de la confusion un petit peu. Merci, professeur Hida, pour cette excellente présentation. Moi, j'ai une petite question concernant les œsophagites eosinophiles qu'on commence à diagnostiquer fréquemment. Je sais que chez le nourrisson, si on fait le diagnostic, on va penser à l'allergie aux protéines lait de vache, mais je pose la question par rapport aux enfants plus grands. Est-ce qu'on doit penser toujours à l'allergie aux protéines lait de vache? Est-ce qu'on doit faire des tests pour poser le diagnostic? Et aussi pour les enfants qui ont soit une carence en fer sans anémie ou une anémie carentielle qu'on n'arrive pas à traiter, on a fait tout le bilan, il n'y a pas de diagnostic. Est-ce qu'on doit penser, parce que c'est une forme aussi de l'allergie aux protéines lait de vache chez les grands enfants, les anémies ou les carences en fer sans anémie, est-ce qu'on doit penser à cette allergie et comment on peut faire le diagnostic dans ces cas? Merci. Les œsophagites eosinophiles, effectivement, donc quand on diagnostique un cas, c'est quand même un casse-tête pour la prise en charge, surtout thérapeutique. Donc on est presque désarmé. Mais actuellement, il y a des recommandations. Donc, vous le connaissez, c'est l'IPP pendant 2 mois. Donc, au départ, et puis parce que les protocoles qui ont été recommandés concernant l'éviction, surtout pour le grand enfant, c'est des évictions, il faut éviter les 6 aliments. Donc, le lait, l'œuf, le soja, le blé. Donc, c'est des régimes qui sont très astreignants. Pour le tout petit, l'allergène le plus souvent, c'est le lait de vache. Donc, on est un petit peu soulagé. Mais pour le grand, ça pose un problème. Et même pour le traitement, comme je l'ai dit, pour le traitement corticoïde. Voilà, la deuxième question concerne les carences en fer.
dans notre contexte, pour les anémies carentielles, donc la cause la plus fréquente, c'est d'origine nutritionnelle, par manque d'apport. Il y a donc, pour ne pas reprendre tout l'algorithme de conduite à tenir devant une anémie non expliquée, il y a la malabsorption, donc on dose les antitransglutaminases, on recherche les Helicobacter pylori parce que les recommandations, on le cherche l'Helicobacter qu'en cas d'anémie revêt le traitement et en cas de purpura chronique, c'est les deux indications aussi retenues. Voilà, donc l'allergie peut-être donc parce qu'il y a des regurgitations, parce qu'il y a une inflammation chronique. Voilà, donc. C'est Jabir. C'est la dernière question, c'est Jabir. Parce que ça... Merci beaucoup, professeur Hida. Ma question, c'est à propos de l'eczéma sévère. Quel est le rendement des explorations ou des évictions? Parce que quand on parle avec les dermatologues, c'est exceptionnel qu'on trouve quelque chose, même en cas d'un eczéma sévère. Merci. Moi, je ne suis pas allergologue, mais ce que je peux vous dire, que la chose que j'ai dit tout à l'heure, en cas d'eczéma, l'eczéma qui sont un petit peu sévères, qui sont difficiles à prendre en charge, et on a constaté qu'en 30%, donc il y a de l'allergie. L'apport des moyens diagnostiques, je crois, sont décevants, mais c'est le test. Donc, pendant 4 semaines, donc, tester un petit peu l'éviction de protéines de vache, surtout pour les tout petits, et de voir. Donc, il faut avoir un bon sens clinique. Merci, professeur Hida. Donc, sans trop tarder,